Ce sera un des thèmes du débat qu'on va ouvrir maintenant, puis c'est le duel des idées avec Luc Ferry. Je vous en prie, Luc Ferry, rejoignez-nous. Merci, colonel. Merci, Bernard Guetta. Merci, Galguerre Fenwick. Merci beaucoup, madame l'ambassadrice, d'avoir été avec nous. Luc Ferry, rejoignez-nous, je vous en prie. Et avec nous, en direct aussi et à distance. Merci beaucoup à Daniel Cohn-Bendit d'être là. Bonsoir, Dany. Bonsoir. Merci. J'essaie toujours de voir les livres de votre bibliothèque et vous êtes un vrai lecteur parce que ça change d'un dimanche à l'autre. Donc je vois que vous êtes actif dans vos lectures. Merci à vous deux d'être là. Commençons peut-être par la semaine politique qui s'est déroulée en grande partie ici à LCI avec la puissance d'impact de Bruno Retailleau. Le phénomène Retailleau, on le voit d'ailleurs dans les sondages dans la presse du dimanche, notamment dans le JDD et dans la Tribune. Est-ce que selon vous, le phénomène Retailleau, on l'a entendu, l'audience a suivi et l'a illustré, est en train de prendre encore plus en France? Luc Ferry. Oh non, dites à Dany d'abord. Dany Cohn-Bendit, allez-y, politesse. Voilà, loin. J'avoue que je n'en sais rien. Bon, vous savez, Retailleau, avec ses thèmes, essaye de mordre sur le Rassemblement national, sur Ciotti, et donc c'est évident qu'il apparaît pour une certaine frange politique de droite à droite extrême comme un homme étant capable de pousser la France un peu plus vers la droite, oui, et comme la France est quand même, ou l'électorat en France est quand même assez de droite, c'est normal qu'il y ait un certain retentissement. Maintenant, qui vivra verra, on verra, d'accord, Monsieur Retailleau, donc, a un certain succès. On attend 2027 et on verra. On va pas tous les dimanches maintenant discuter. Retailleau monte, non c'est Marine Le Pen, non c'est Ciotti, non c'est Wauquiez, non c'est ma grand-mère, non c'est mon grand-père. Non, il faut arrêter avec ces choses, vraiment. Ça ne m'intéresse pas, on verra. On verra, oui, le Retailleau est ministre des Affaires étrangères et puis, bon, ça se voit dans les sondages et Darius est aux anges qui peut nous demander si Retailleau est vraiment important. Alors, sans parler de votre grand-père, Dany Cohn-Bendit, quand on fait la liste, parce qu'il n'y a pas que Retailleau dans l'existence, la droite, est-ce qu'elle est en train de renaître? Est-ce qu'il y a une forme de... C'était votre parti, Luc Ferry? J'ai jamais été membre d'aucun parti. Oui, enfin, j'étais gaulliste, oui. Voilà, oui, bon. Retailleau, Darmanin, Philippe, Lisnard, Wauquiez, ceux qu'on ne cite pas seront très fâchés, évidemment. Hein. Est-ce qu'il y a une écurie qui est en train de naître? Est-ce que la droite classique est en train de renaître sous nos yeux? Non, le Rassemblement national est autour de 40% de l'électorat, donc ça. Et Retailleau, avec les thèses de Retailleau, incarne ce que souhaitent 70% des Français sur les questions de sécurité et d'immigration. C'est tout. Il y a rien de bouleversifiant dans cette affaire. Non, les LR ne revivent pas pour autant. Les LR ne peuvent survivre que s'ils s'associent un jour avec le Rassemblement national, ce qui serait en même temps leur mort. Donc non, tout ça n'est pas... On ne peut pas dire que ce soit la renaissance de la droite. Mais que l'électorat français soit à droite sur les questions de sécurité et d'immigration, oui, il est très à droite. Et Retailleau incarne ça avec talent, il faut bien le dire, parce que c'est un homme raisonnable, c'est un homme... c'est un homme qui a des valeurs plutôt sympathiques, c'est pas un salaud, voilà. C'est pas un fasciste. Voilà, donc c'est ça qui se passe au fond. Et c'est un homme raisonnable qui incarne quelque chose, raisonnable, qui a des valeurs chrétiennes et qui incarne 70% de ce que souhaitent les Français sur l'immigration et la sécurité. C'est tout, c'est ça qui se passe. Alors après, il faut que la gauche se réveille si elle veut contrer ça, ce qui est pour l'instant manifestement pas le cas non plus. Mais je crois pas plus au réveil de la gauche social-démocrate qu'au réveil des LR. Dany? Pour perspective politique, oui, c'est évident qu'il faut que la gauche se réveille. Quelle gauche? Une gauche réformiste. Elle s'est un peu réveillée en ne censurant pas, en n'allant pas sur les positions de la France insoumise. Elle s'est un peu réveillée. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Là encore, je n'en sais rien. Mais il est évident que, vu d'aujourd'hui, je ne vois pas la gauche gagner l'élection présidentielle en 2020. Mais vous voyez pas, vous passez un peu vite. Je sais que ça vous énerve de parler de Retailleau, mais en l'occurrence, on parlait de Retailleau. Après, je vous laisse parler de la gauche si vous voulez. Mais allez-y. Il m'intéresse pas. Oui, vous avez dit. C'est parce que les sondages semblent dire. Non, mais attendez, Luc vient de dire, les sondages sont bons. Est-ce que demain, dans une élection présidentielle, est-ce que Retailleau peut être au deuxième tour
avec Marine Le Pen. Non. Donc l'avenir des Républicains serait une alliance avec l'extrême droite. Et comme vient de le dire le professeur Luc Ferry, ce serait la mort des Républicains. Donc est-ce que vous voulez me dire que la perspective de Retailleau, c'est sa mort ? Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, ni politiquement, ni physiquement. Je dis simplement, la question telle que vous la posez est trop courte et on ne peut pas sauter. Je ne peux pas sauter avec cette question. Oui, aujourd'hui, Retailleau exprime, Luc dit 70%, j'achète, disons, 70% ce que pensent les Français. Et alors ? Bon, c'est comme ça. Mais quelle est la perspective politique ? Comment faire de ce sondage facile, comment faire maintenant une force politique capable de contrer Marine Le Pen ? Je ne vois pas. Sur le je ne vois pas que ça soit quelqu'un comme Retailleau. Plus au centre, pardon. Sur le fond, je vous voyais un peu hocher la tête quand Luc Ferry disait il est raisonnable, il est tout, etc., il est chrétien, il est tout sauf fasciste, etc. Est-ce qu'il a trouvé, disons, la bonne tonalité pour être le plus ferme sans tomber dans l'extrême? Oui, bien sûr. Oui ou non? Mais c'est ça qui fait sa popularité, c'est qu'il représente, contrairement à Éric Ciotti, il représente le visage, disons, humain de la droite nationaliste et souverainiste, voilà. C'est-à-dire le visage chrétien. Moi, je suis athée jusqu'au bout des ongles, mais quoi qu'on pense du christianisme, les valeurs chrétiennes sont quand même les valeurs les plus belles qui soient sur le plan moral. Moi, je crois pas à la résurrection je crois pas que je vais retrouver ma femme et mes enfants quand je serai crevé, mais bon, néanmoins, les valeurs de Jésus sont magnifiques. Et donc, il incarne ça, et c'est il donne à la droite, c'est pas l'extrême droite, mais à la droite nationaliste et à la droite, si on veut, extrême sur l'échiquier, un visage tout à fait humain et d'une certaine manière assez sympathique pour les gens. Voilà. Et moi, je trouve ça. Et donc, encore une fois, je suis entièrement d'accord avec Dany que ça porte un coup fatal au LR. Ça les arrange pas du tout. Hein. Voilà. Et en revanche, parce qu'encore une fois, la seule possibilité de survie des LR, c'est de s'associer au Rassemblement national, ce qui serait en même temps leur mort. Et donc, la seule chose qui puisse changer un peu la donne, c'est que un parti social-démocrate se réveille, mais il sera de toute façon, il sera pas au deuxième tour et il sera archi-minoritaire. Donc, Dany. Donc, ce qui se profile à l'horizon, ce sera quand même un score formidable de Marine Le Pen au deuxième tour, si elle est candidate, en tout cas. Moi, je hoche la tête. Oui, vas-y. C'est sur les valeurs humaines de Retailleau. Oui. Être contre le mariage pour tous n'est pas humain. Ah ben c'est chrétien. N'est pas humain. C'est chrétien. Oui, mais c'est chrétien inhumain, comme les chrétiens étaient contre l'avortement, ce qui était inhumain, comme pendant longtemps des chrétiens étaient pour la peine de mort, ce qui était inhumain. Donc je ne nie pas qu'il y a une morale chrétienne. Là encore, Luc, ça l'intéresse, moi ça ne m'intéresse pas, toute morale religieuse ne m'intéresse pas, mais c'est pas... Là, je joue pas dans cette... Je dis simplement, de faire de Retailleau un ange, c'est faux. Non, un ange. Il a été de toutes les mobilisations. Il a été de toutes les mobilisations amorales, pour moi, sur les questions que j'ai nommées. C'est tout. C'est pour ça que je hoche la tête. Mais maintenant, si on veut dire qu'il y a plus inhumain que Retailleau, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. J'ai pas dit que c'était une ordure par excellence. Je dis simplement que de lui tailler un costard d'humain, alors que je connais ses positions, eh bien, je suis pas d'accord. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, mais c'est pas très important non plus. Je viens de le dire. Je ne suis pas chrétien. J'ai défendu dans le Figaro le mariage gay. Je suis depuis toujours contre la peine de mort et j'ai défendu la loi Veil depuis toujours. Toi, Luc. Non, mais attends. J'ai pas parlé de toi. Non, mais moi je suis en train de parler de moi. Excuse-moi, si tu permets. Je sais que ça te dérange, mais je vais le faire quand même. Je dis simplement que dans l'Église, dans la théologie chrétienne, il est difficile d'être chrétien et de pas être chrétien. Voilà, donc c'est difficile d'être chrétien, ou alors on n'est pas catholique, on est protestant. Voilà, mais dans la tradition, dans la théologie chrétienne, dans la tradition de saint Thomas d'Aquin, il y a rien à faire. On est contre l'avortement et on est contre le mariage gay et on a été depuis toujours pour la peine de mort dans certains cas. Je ne partage pas ces valeurs-là. Je dis simplement que on peut pas reprocher
aux croyants d'être fidèles à leur Église. C'est pareil pour les Juifs, c'est pareil pour les... Oui, mais Luc, je te donne un exemple. Pour les Juifs, si tu demandes... Non mais Dany, juste un mot, écoute, je te laisse la parole tout de suite. Si tu demandes au grand rabbin de France s'il est pour l'avortement, s'il est pour le mariage gay, il te dira non aussi. Oui, mais le grand rabbin de France n'est pas ministre de l'Intérieur. C'est pas la même chose. Premièrement, maintenant c'est à moi. Norman Cohn. Histoire d'un mythe, la conspiration juive et les protocoles des sages de Sion. Oui. Et toute l'Église chrétienne, pendant 2 siècles au moins, a repris cette histoire des protocoles des sages. Donc la morale chrétienne, elle n'existait pas à cette époque. Je dis simplement qu'il faut arrêter. Retailleau a une position politique droite conservatrice qui, d'après moi, n'est pas, disons, la morale la plus humaine dont je rêve. Mais je constate qu'il a une aura qui représente une force importante en France. Point barre, maintenant, sa perspective politique, et on peut en finir avec Retailleau, sa perspective politique est nulle. C'est tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce qui va se passer avec le référendum ? Je crois que c'est le journal, c'est la Tribune, sondage très intéressant sur la volonté des Françaises et des Français de saisir la perche offerte par Emmanuel Macron concernant un référendum. Il y a visiblement un intérêt, 88% des Français favorables à un référendum. Alors il y a même une liste de thèmes possibles, la fin de vie, les dépenses publiques, la politique migratoire, le travail, etc. Croyez-vous que quelque chose se soit passé là ? On disait tradition gaulienne, etc. Les choses évoluent, le Parlement évolue, l'Assemblée évolue. Est-ce que les Français sont mûrs pour être consultés plus souvent et donner leur avis plus souvent ? Non. Voilà, moi je pense que non, je vous le dis très franchement, je sais que vous êtes suisse, donc vous n'êtes pas en désaccord avec moi, mais non, je pense que mon petit cœur de Suisse saigne. Mon petit cœur de Suisse saigne. On vote si souvent en Suisse. Je pense que sur tous ces sujets-là, le référendum ne servirait en vérité qu'à la communication politique, c'est à renforcer une politique qui va dans le sens de la lutte contre l'immigration, etc. On connaît les réponses. On sait que sur la fin de vie, 90% des Français sont pour qu'on change la loi Leonetti. On sait que sur l'immigration, à 80%, ils veulent qu'on limite l'immigration et qu'on vire les OQTF. Donc ça ne sert qu'en termes de communication politique à renforcer. Je serais pour le référendum s'il portait sur la proportionnelle, par exemple. Ça a du sens. Ça, c'est pas idiot. Parce que là, c'est une vraie question. Est-ce que vous êtes favorable à la... Mais bien sûr. Mais le général de Gaulle a fait des référendums sur des questions qui étaient des questions, par exemple, le statut du Sénat. Souvenez-vous, il a perdu d'ailleurs. Mais ce sont des questions, disons, intéressantes à soumettre au peuple, parce que c'est là, pour le coup, ça engage son avenir. Mais là, sur les 3 sujets sur lesquels les Français veulent s'exprimer, on connaît les réponses absolument par cœur. Donc ça n'apporte rien. En plus, les questions ne seront que bêtes. Parce que sur ces 3 sujets-là, les questions ne peuvent être que stupides. Est-ce que vous êtes pour qu'on change la loi Leonetti ? Oui, 90%. Est-ce que vous êtes pour qu'on limite l'immigration ? Oui, 85%. Est-ce que vous êtes pour qu'on fasse des comptes publics qui soient mefiés ? Oui, 85%. Bon, je peux vous le faire, le référendum. Ça sert à quoi ? Dany. Oui, moi je voudrais poser... Moi j'étais longtemps pour les référendums. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça, le référendum est extrêmement dangereux. Et je vous donne un exemple quand l'émotion ne permet pas d'avoir un véritable débat rationnel sur la question posée. Et je reprends justement ce que vient de dire Luc sur le référendum du général de Gaulle en 69, sur la réforme du Sénat et les régions. C'était une proposition rationnelle très, très progressistes. Mais tous les progressistes, pour des raisons émotionnelles liées à 68, ont voté contre le général de Gaulle et non pas sur la question de la réforme du Sénat et de la réforme. Voilà. Et je crois que dans le monde d'aujourd'hui, une 50aine d'années plus tard, ce sera encore pire. Et c'est une autocritique que je fais. Je crois qu'il faut faire très attention. On fait un référendum en France. Est-ce que sur les retraites, est-ce que vous êtes pour la retraite à 60 ans ? Ouais, 70% des Français, oui. Et vous faites une question, pourquoi pas 56% à 56 ans ?
pourquoi pas? Je veux dire, la rationalité dans les débats politiques, et c'est le problème de notre démocratie, c'est le problème des démocraties aujourd'hui, où l'irrationnel par les réseaux sociaux, par la surémotionnalité du débat public, des référendums sont dangereux. Darius, j'ai réfléchi sur l'histoire de la Suisse, parce que je sais que vous revenez toujours là-dessus. Il y a une différence. Le référendum en Suisse est à côté d'une démocratie consensuelle. Vous êtes obligé d'avoir un consensus gouvernemental. Tout le monde y participe. Et je crois que dans une société non consensuelle de haine, telle que la France, mais c'est en Allemagne et d'autres, le référendum accentuerait justement cela. Alors que la Suisse, ça se défend, je ne veux pas faire maintenant une longue analyse. La Suisse, c'est un autre équilibre. Et je crois qu'un référendum aujourd'hui accentuerait la bêtise émotionnelle et ça serait dangereux parce que nous avons besoin, face à la complexité des problèmes et des solutions, nous avons besoin justement d'un parlementarisme beaucoup plus rationnel et consensuel qui trouve des compromis. Et un référendum ne peut pas permettre des compromis. Alors, Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry, goûtez s'il vous plaît la petite archive qu'on va entendre maintenant, parce que elle fait écho. Alors, 92, c'est le vote sur le référendum de Maastricht. Et un peu comme aujourd'hui, certains disent Mitterrand pourrait mettre sa démission dans la balance, comme certains le suggèrent à Emmanuel Macron. Et écoutez la grande élégance à la fois de Mitterrand et d'Ormesson, c'était l'émission de Guillaume Durand en 92, je crois que ça s'appelait Aujourd'hui l'Europe, qui alors est un exemple évidemment de débat poli, classieux, etc. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce qu'Emmanuel Macron peut en quelque sorte, selon le mot convenu, rebondir sur le sujet du référendum? Écoutez cette archive. Monsieur le Président, vous êtes dans une situation terriblement paradoxale. Vous êtes, on le voit bien ici, le meilleur et le principal animateur de Maastricht. Vous êtes bien aimable. Et vous êtes, vous le savez aussi, le principal obstacle à Maastricht. Selon vous? Selon les sondages. Selon quelques autres, vous avez raison. Vous n'êtes pas le seul à le penser. Je voudrais vous demander si l'idée ne vous est jamais venue de sacrifier votre carrière personnelle à une cause qui la dépasserait très loin. Ça m'est arrivé déjà. Il nous reste 15 jours à 3 semaines avant le vote. Ce n'est pas du tout l'annonce que je prendrai la position que vous souhaitez, mais je ne néglige pas l'avis d'hommes tels que vous, lorsqu'ils sont exprimés de cette manière. Il y a même un côté émouvant. Cela dit, moi je ne vais pas quand même ajouter aussi au désordre, enfin, si c'est le non, là vous ne me dites rien. Non. Bon, à vrai dire, quand même, ça paraîtrait plus logique, mais enfin, si c'est le oui, eh bien, je ne m'étais pas tellement trompé. C'est donc, parce que je ne me suis pas trompé, il faut donc que je m'en aille. Laissez-moi le temps quand même de digérer tout ça. Voilà, petit mot. Est-ce que c'est possible en 2025? Est-ce que Emmanuel Macron peut ramasser avec un thème la question du référendum, sortir par le haut, aller de l'avant par le haut? Mais le référendum sur quoi? Sur sa démission? Je comprends mal la question. Sur les référendums qu'on a évoqués. Il y a eu Maastricht en l'occurrence, ça a marché. Oui, le résultat, ça faut juger, mais en tout cas, ça a marché. Là, il a eu bon, contrairement au général de Gaulle qui s'est fait bouler. Mais là, vous parlez de quel référendum? Parce que la question qui se pose, que pose Jean Dau, c'est la question de savoir s'il ne devrait pas s'en aller. Bon, là, est-ce qu'on va faire un référendum sur la question de savoir si Macron doit s'en aller? Non, on va pas le faire. Le risque est faible, à mon avis. La seule chose qui aurait pu pousser Emmanuel Macron à quitter son poste, c'est pas un référendum, c'est si la censure avait censuré le gouvernement et qu'une censure à répétition lui forcément obligeait à quitter un jour ou l'autre son poste. Mais c'est pas par le référendum. Tandis que là, il s'agissait de savoir, évidemment, Jean Dau pensait au référendum du général de Gaulle. Est-ce que Mitterrand, vous allez faire la même chose que le général de Gaulle si vous perdez le référendum sur Maastricht? C'est ça qu'il veut dire. Alors, regardez aussi quand même la déférence
des uns et des autres. Du public, on voit le ministre des Affaires étrangères, j'oublie son nom, je connais Roland Dumas. Roland Dumas qui est là à rire. Ils sont tous mais à plat ventre devant Mitterrand. Ils sont là, mais voilà. Et Jean Dormesson aussi. Il y a une espèce de la monarchie républicaine à son sommet. C'est fini, ça aussi. Dany ? Oui, mais je crois que, reprenant 69, les gens ont voté non à la réforme du Sénat pour que De Gaulle démissionne, puisqu'il avait dit « si je perds, je m'en vais ». C'est ça, oui, c'est exactement ça. Et je veux dire, c'est absurde. C'est absurde. Est-ce qu'on veut cette réforme du Sénat et des régions ? Ça a mis 20 ans, je ne sais pas combien de temps après, à rattraper cela et avoir une décentralisation, une régionalisation. Le référendum, ça paraît quelque chose de plus ouvert, démocratique, mais c'est un piège incroyable parce que, justement, dire non à une réforme du Sénat parce qu'on veut que De Gaulle s'en aille, c'est absurde. Et dire non, et espérant que, et ça a été ric-rac sur Maastricht, ça a été ric-rac avec les Chevènements, les Seguin, tous ceux qui étaient... Eh bien, pour que Mitterrand s'en aille, c'est absurde. La construction européenne, c'est plus important de savoir est-ce que Mitterrand va rester ou pas. Et il faut dire que le Maastricht, il n'y a pas que Mitterrand derrière. Maastricht, c'est Kohl et Mitterrand. Il faut que les Français acceptent que c'est Kohl et Mitterrand qui ont poussé et pas simplement Mitterrand. Bon, voilà, juste pour parfaire, disons, la mémoire historique de nos éditrices et auditeurs. Il y a une idée que le gouvernement, en l'occurrence c'est pas le président de la République, c'est le gouvernement pousse, en tout cas Gérald Darmanin, Bruno Retailleau et quelques autres, c'est celle d'une restriction du droit du sol. Tout est parti de Mayotte, je vous le rappelle. Là encore, sur notre antenne, Bruno Retailleau s'est exprimé, aussi Gérald Darmanin le même jour, qui considère qu'au-delà du cas de Mayotte, on pourrait restreindre le droit du sol, c'est-à-dire qu'il y aurait davantage de pression pour qu'il faille, par exemple, 1 an d'installation d'une mère et d'un père avant que l'enfant naisse pour que l'enfant devienne français. Est-ce que ça vous semble une bonne idée ? Est-ce que c'est le moment ? Avant que l'enfant naisse, comment vous repoussez la naissance d'un enfant ? Je ne comprends pas votre question. Il faut avant qu'un enfant naisse. Le projet pour Mayotte, c'est qu'il faudrait, par exemple, que la mère ou le père soient installés déjà et à 1 an sur l'île avant une naissance pour que l'enfant devienne français de manière automatique. Sinon, il peut être naturalisé, c'est autre chose. Il faut quand même préciser les choses. Il n'y a absolument aucun droit du sol automatique en France, sauf 3 exceptions que vous connaissez. C'est le double droit du sol, c'est-à-dire quand il y a en fait le grand-père ou la grand-mère et la mère sont nés en France, et puis quand il s'agit des apatrides, ou quand des parents n'ont pas donné une nationalité à leur enfant, ce qui revient aux apatrides, et dans ce cas-là, la France les adopte. Mais il y a absolument pas, contrairement à ce qu'on croit, il faut quand même préciser les choses, il n'y a pas du tout d'automaticité du droit du sol. C'est pas parce qu'on est né en France qu'on devient français, donc c'est faux. Il y a des critères. Alors, j'ai pas regardé ça de près depuis longtemps, mais je crois qu'il faut de toute façon être resté déjà 5 ans. Ensuite, faut être à l'âge de 18 ans, il faut être en France à l'âge de 18 ans, il faut être sur place. Bon, après, il y a un certain nombre de critères, mais en tout cas, la seule chose qu'on pourrait faire, si on y tient, ce serait renforcer l'accès à la nationalité française. Mais il faut arrêter de dire qu'il y a le droit du sol en France, c'est complètement faux. Voilà. Il y avait, puisque vous citez toujours Darius LCI, il y avait un très très bon interview de Patrick Weil à SCI où il explique que justement la conditionnalité du droit du sol en France, et il dit si vous remettez ce système en cause, le double droit du sol, oui. Le double droit du sol et ça, vous allez avoir un problème administratif incroyable. D'ailleurs, il y a la fameuse histoire d'Anne Sinclair qui voulait renouveler sa carte d'identité et elle aurait dû prouver où est-elle. Il a donné l'acte de naissance de ses grands-parents. Et évidemment, dans l'histoire des régions où étaient nés ses grands-parents, elle ne retrouvait pas. Enfin, ça a été un drame absolu. Donc arrêtons. Le droit du sol n'est pas le problème de l'immigration. Je veux bien qu'on discute sur des tas de choses. Il y a Mayotte. Déjà, moi, j'ai fait Mayotte. Même à Mayotte, c'est pas le problème. Le problème, c'est... Quand même. Oui, il y en a. Oui, mais c'est pas. Il y a 12 000. Le problème de Mayotte, c'est
la différence entre les Comores et Mayotte. Voilà. Et il faut arrêter avec cette question du droit du sol. C'est un faux problème. C'est un faux. Il y a un problème réel en France sur comment l'immigration, l'intégration. Moi, je veux bien la sécurité. Discutons de cela, mais non pas du droit du sol. Et puis, pour en finir, moi, j'étais apatride. Mes parents ne m'ont pas déclaré. Pendant 14 ans, j'étais apatride. J'ai pas pu. Après, ça a été très compliqué et ce n'est que 55 ans après ou 60 ans après que j'ai eu la double nationalité arrêtée avec cette histoire du droit du sol. Arrêtée. Même chose pour ma femme, ses deux parents sont nés à l'étranger. Ça a été incroyablement, alors que c'est une vieille aristocratie catholique, pourtant, ils sont nés à l'étranger, ça a été la catastrophe absolue. Ça a été un bousin administratif absolument épouvantable pour arriver à lui donner la nationalité française, alors que c'est une famille française depuis des siècles. C'est compliqué. Et là où Dany a raison, c'est que c'est absolument... Alors, moi, je pense qu'à Mayotte, c'est le sujet, en partie parce que c'est un appel d'air, c'est toujours le même problème. Voilà. Et ça, c'est réel. Maintenant, en France, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est les OQTF. On a 500 000 étrangers qui viennent en France de manière légale, d'accord ? Mais après, les chiffres sont très difficiles à avoir, entre 200 000 et 700 000 de manière illégale. Donc quand vous réfléchissez aux chiffres que ça fait, même si je pense qu'il y a une question qualitative et pas simplement quantitative, là, je ne parle pas de grand remplacement, parce que le grand remplacement est une thèse complotiste, mais factuellement, il y a grand remplacement. Je ne reprends pas, encore une fois, la thèse du grand remplacement telle qu'elle est présentée par l'extrême droite, mais factuellement, oui, il y a un remplacement qui se met en place. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Et donc, notamment, si c'est vrai qu'il y a entre 200 000 et 700 000 illégaux qui viennent chaque année en France, et plus 93% des OQTF qui ne sont pas appliqués, le problème, il est là. Et la question du droit du sol n'y changera pas grand-chose. Est-ce qu'il est vrai, selon vous, que les nouvelles générations voient l'identité française de manière différente ? Je rappelle, c'est Hélène Carrère d'Encausse qui disait la fameuse formule colonialiste. Oui, mais... Nos ancêtres, les Gaulois. Elle n'avait pas une goutte de sang gaulois, comme elle disait entre guillemets. Oui, et elle disait, et pourtant, j'admettais ça. Oui, moi, je considérais que par adhésion, j'avais des ancêtres gaulois. Est-ce que ça a changé ? Oui, mais Dany, c'est pas la même chose pour Hélène Carrère d'Encausse, qui était secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Pas quand elle avait 20 ans. Oui, mais elle était programmée pour, je veux dire, elle était russe blanche et cultivée, et voilà. Et pour un gamin sénégalais en 1830, c'est pas pareil, ou algérien en 1830, quand commence la colonisation de l'Algérie. Donc c'est pas la même chose. Là, on essayait quand même de voler leur histoire à des enfants. Donc, alors, on peut défendre que c'était une politique d'intégration, voilà. Mais mon ancêtre Jules Ferry était quand même un raciste, mais total. Hein, le racisme colonial de Jules Ferry et de Paul Bert. Combien d'écoles Paul Bert et d'écoles Jules Ferry en France étaient racistes jusqu'au bout des ongles. Je peux vous citer les textes de Jules Ferry, il était absolument raciste. Phrase exacte, nous avons un devoir de civilisation par rapport aux races inférieures, et Paul Bert ajoutant les blancs sont évidemment beaucoup plus intelligents que les jaunes, on parle comme ça, qui eux-mêmes sont beaucoup plus intelligents que les noirs. Voilà, ça c'est Paul Bert et c'est Jules Ferry. Paul Bert qui était membre de la Société d'anthropométrie de Paris. Voilà, et donc c'est pas la même chose pour Carrère d'Encausse quand elle a 20 ans et pour un gamin, un petit Algérien quand il a en 1830. Pardon Dany, mais tu avais parlé deux fois de suite. D'accord. Non. Je rigole. Je suis félicite que... moi, écoutez, j'ai fait un livre avec le journaliste Patrick Lemoine qui s'appelle « Français mais pas Gaulois ». Mais le nombre, Yves Montand, Charles Aznavour, Marie Curie, Kopaszewski, mais des tas qui ne sont pas des héritiers des Gaulois. Donc arrêtons. La France, il y a quelque chose que je trouve triste, c'est que c'était un progrès de civilisation. Des jeunes, des enfants qui sont nés en France ou qui sont venus comme de petits enfants, des petits juifs qui venaient d'Europe de l'Est et qui sont par l'école devenus des Français. Et on va leur chercher des ancêtres gaulois dans les ghettos d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est. Donc arrêtons avec cette folie. Là-dessus, sur le fond. Voilà. Et je crois qu'il faut arrêter. Aujourd'hui, quand
quand on est né sur le territoire français, ou quand on arrive en petit enfant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On va à l'école. Et c'est par l'école qu'on se civilise à ce qu'est la France aujourd'hui. Et c'est normal, hein, c'est normal. Et donc, c'est là par là que doit passer, alors peut-être que ça se passe mal, il faut voir ce qu'on fait mal, que doit passer l'intégration et la civilisation française est extraordinaire, qu'elle a été capable d'intégrer des millions et des millions de personnes, femmes et hommes, qui ont fait grandir la France et la renommée de la France. C'est ça qu'il faut comprendre, et donc arrêter avec nos ancêtres les Gaulois. Moi, je suis pour l'assimilation, et ça ne veut pas dire qu'il faut effacer l'histoire des gens. Moi, j'aimais beaucoup Aznavour. Il m'avait invité dans son émission, je ne sais pas laquelle, peu importe, le Vivement Dimanche. Là, j'avais rencontré comme ça. Bon, et puis, vous savez bien que pour lui, l'Arménie, c'était un truc hyper important. Voilà. Donc, on peut très bien demander aux gens de s'assimiler. Ce que dit Dany est très juste, via l'école de la République, et d'accepter les valeurs de la République, sans pour autant gommer leur passé. Je vous dis une chose qui, pour moi, est la plus importante. Ce qui s'est passé dans la colonisation de l'Algérie, je vous parlais, on en parlait ce matin tous les deux, des textes de Tocqueville sur la colonisation de l'Algérie, c'est une série de crimes de guerre. Hein. Je dis pas que c'est un crime contre l'humanité, c'est pas vrai, mais c'est une série de crimes de guerre, cette colonisation. Or, ce qui s'est passé, c'est que à gauche, Dany, à gauche, mon ancêtre Jules Ferry, qui était un homme de gauche, un républicain de gauche, on a suspendu les droits de l'homme au nom de l'éducation révolutionnaire. Et à droite, Tocqueville, on a suspendu les droits de l'homme au nom de la nation, c'est au nom de la gloire de la nation. Et ça, la révolution et l'éducation d'un côté, la nation de l'autre, ont permis de suspendre les droits de l'homme pendant toute la première partie de la colonisation qui a été peuplée de crimes de guerre épouvantables. Le général Bugeaud est un criminel de guerre, il faut le dire. Est-ce que ce passé... C'est pas crime contre l'humanité, là Macron se trompe, c'est pas la même chose qu'à Auschwitz, ça n'a rien à voir. Est-ce que ce passé pèse plus qu'on ne le pensait? C'est-à-dire, est-ce qu'on l'a un peu trop vite oublié? Il y a des millions d'Algériens ou de Franco-Algériens en France, si on se met à leur place, effectivement, 130 ans d'occupation, les crimes de guerre, est-ce qu'on peut comprendre que chez eux, l'amour de la France soit tempéré par le souvenir de ça, et que ce soit pas aussi clair, effectivement, que Carrère d'Ancos ou d'autres, des gens qui avaient une autre histoire, qui n'avaient pas de passif. Non, mais Darius, je laisse la parole tout de suite. Non, c'est fini tout ça, le temps est passé. Le problème, c'est que les 4 vieillards qui dirigent aujourd'hui l'Algérie, bon, on peut les respecter, mais c'est quand même 4 vieillards qui dirigent l'Algérie. Le patron du Sénat a 96 ans, bon, Tebboune a passé largement les 80 ans, bon, ils ne vivent que sur la rente mémorielle, que sur la haine de la France. Voilà, donc il est temps de passer à autre chose. On ne peut pas vivre que là-dessus, quels que soient les crimes commis pendant la colonisation française. Il ne s'agit pas de les nier, mais là où Macron s'est trompé, il a pensé que la repentance allait arranger les choses. Non, ça n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. Voilà. Mais je parlais des jeunes Algériens ici, des Algériens en France, des Algériens en France qui oui, mais ça marche évidemment. On a le statut de victime est toujours enviable. Hein, voilà, il est toujours facile à habiter, si vous voulez. Mais c'est fini, il faut arrêter ça. Dany, Darius, il faut faire attention. Là, écoutez, c'est simple à expliquer. 98, l'équipe de France deviennent champions du monde sur les Champs-Élysées. C'est la fête des Black Bambers. Black Blamber, vous vous rappelez? Et puis quelques années après, ce sont des jeunes d'origine algérienne ou maghrébine qui ont sifflé la Marseillaise au Stade de France. Ça dépend de la situation qui existe en France telle qu'ils le vivent aujourd'hui. Et il faut arrêter d'instrumentaliser maintenant, disons, la guerre d'Algérie pour parler des problèmes d'aujourd'hui. Dans la mémoire algérienne, c'est quelque chose qui ne passe pas, je le comprends. Comme dans la mémoire juive, la Shoah ne passe pas. Bien sûr. Est-ce que dans la mémoire juive, parce que la Shoah, c'est l'Allemagne, aujourd'hui, mon rapport à l'Allemagne est défini par la Shoah. Dans l'Allemagne d'aujourd'hui, non. Mais que la Shoah reste pour moi, enfin pour les Juifs, quelque chose qui nous surdétermine, même quand on n'y pense pas, c'est évident. Donc il faut faire attention, ne pas instrumentaliser une réalité affective pour
parler de la situation d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, la rente mémorielle veut faire oublier l'exploitation de ceux qui sont au pouvoir en Algérie, des généraux de l'armée qui ont exploité, disons, le pétrole, le bien commun des Algériens à leur profit contre le peuple algérien. Exactement. C'est pour ça qu'il faut être très, très, très clair et spécifique. Oui, la mémoire joue un rôle, mais la mémoire instrumentalisée, pour instrumentaliser une exploitation contre son propre peuple, non. Moi, j'ai rencontré en 85 Haït Ahmed et puis Saïd Saadi, donc les deux représentants des partis démocratiques. Pas parti kabyle, mais bien sûr, Saïd Saadi est kabyle, mais c'est pas berbère, mais démocratique. Bon, or ces gens-là, ils sont extrêmement intéressants. Vous devriez, Haït Ahmed malheureusement n'est plus de ce monde, mais Saïd Saadi l'est encore. Vous devriez l'inviter parce que c'est très intéressant. Ce que moi, je l'ai vu il y a pas longtemps, et il me disait voilà, Benjamin Stora parle par exemple de mémoire commune, voilà. Mais il dit moi je peux pas avoir de mémoire commune avec les Français, c'est pas vrai. J'ai vu des gens tués devant moi, je peux pas. Voilà, on peut construire peut-être quelque chose de commun, mais la mémoire commune n'est pas possible, c'est trop déchiré, et c'est juste ce qu'il dit. Et donc voilà, moi je pense que aujourd'hui il faut en finir avec cette instrumentalisation du passé par des gens qui n'ont pas été capables de construire un avenir pour les jeunes Algériens. C'est ça leur problème. Votre regard sur Musk et Trump et leur visée sur l'Europe. On savait à quel point ils s'intéressaient à l'Europe. Ils ont fait ce slogan méga. Maintenant, il y a MAGA, mais il y a méga. Rendez l'Europe plus grande. Et ils sont en train d'influer sur un certain nombre de partis nationalistes, de droite nationaliste européenne. Et ils parlent aux Européens. Écoutez ces déclarations de Musk assez sidérantes où visiblement il attaque bille en tête l'Union européenne. On voit qu'il a un ennemi, qu'il le désigne et qu'il a une sorte de programme. Il veut dégraisser l'État américain. Il prétend aussi dégraisser l'État européen. Écoutez. L'Europe a en fait plus de bureaucratie que les États-Unis. Parce qu'il n'y a pas que le niveau local et national, il y a aussi l'Union européenne. Et pour être tout à fait franc, le siège de l'Union européenne à Bruxelles est essentiellement une grande cathédrale de la bureaucratie. Si vous souhaitez visiter la grande cathédrale de la bureaucratie, alors rendez-vous au siège de l'Union européenne à Bruxelles. Je pense donc que l'Europe a probablement plus besoin d'efficacité gouvernementale que les États-Unis, et que cela doit se faire au niveau national et au niveau de l'Union européenne. Alors, comment est-ce que vous recevez, Dany, vous qui avez été député européen, priorité à vous, là. Vous êtes directement dans le viseur de... Mais c'est n'importe quoi. Il y a 40 000 pour toute l'Europe, il y a 35 000 fonctionnaires européens. Moins que la ville de Stockholm ou d'autres. Non, il faut arrêter avec ça. Et que la construction européenne, c'est compliqué. Si vous voulez construire un marché commun, si vous voulez construire des perspectives communes avec 27 pays, Luc est pour 10 ou 11, vous devez organiser quelque chose qui, justement, permette cette agrégation. Alors, je crois que ce que fait Musk et ce que l'extrême droite européenne est en train de faire, et avec lui, c'est de détruire une des forces capables de résister aujourd'hui à ce nouvel impérialisme américain. Donc pour lui, il est fondamental de détruire l'Europe, les possibilités d'Europe. Est-ce que l'Europe va y arriver ? Ça encore, c'est une autre question, mais de détruire l'Europe pour justement que l'Europe ne puisse pas s'opposer aux visées impérialistes de l'Amérique d'aujourd'hui. Et que, en même temps, l'Europe doit résister à la Chine, doit s'opposer aux États-Unis, doit résister à Poutine, c'est difficile. Et pour justement y arriver, eh bien, le nouveau protocole des sages de Sion de Musk, c'est justement maintenant les folies, les bêtises, les mythes sur l'Europe. Et tous ceux qui, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, critiquent ou veulent réformer l'Europe, ceci est dangereux, parce que si l'Europe cède à Musk et à l'extrême droite, eh bien c'est une victoire 50-0 pour les États-Unis et pour leur
perspective impérialiste. Non, je pense que, moi je l'ai souvent dit, Musk est à la fois génial dans ses entreprises, aussi bien sur le spatial que sur l'intelligence artificielle ou sur les réseaux sociaux. C'est un type génial, c'est un entrepreneur génial et il est complètement siphonné. Voilà. Et donc, par exemple, il vient de déclarer aujourd'hui qu'il fallait supprimer chaque année 1% des magistrats les plus nuls en demandant au peuple de les virer. Mais imaginez à quel point c'est une intervention de l'exécutif dans le judiciaire. La séparation des pouvoirs est morte, donc c'est pas possible. Même Trump ne peut pas accepter ça. Donc il est génial et fou. Et voilà, la seule réponse, c'est pas de l'engueuler ou de dire mais c'est scandaleux. Non, la seule réponse, c'est le rapport Draghi. Voilà. Et pour l'instant, et moi je pense, c'est pas parce que j'ai fait un livre là-dessus, mais je pense que la question de l'intelligence artificielle est au cœur du cœur de la question de la survie de la civilisation européenne. Voilà, c'est ça le cœur de mon livre d'ailleurs. Et pour une fois, Dany a dit que c'était un bon livre. Donc bravo. C'est dire. Donc pour vous, il n'y a pas de problème de bureaucratie. Il ne faudrait pas réduire le nombre de fonctionnaires en Europe, ou il a raison? 000, voilà, c'est pas. Il y en a combien à Paris, Darius? Je ne sais pas. Je ne mouillerai pas. Ça doit être pas loin. La même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas très gentil ce que vous dites ici, Dany Cohn-Bendit. C'est très méchant dans votre genre. Quoi qu'il en soit. Non, c'est pas méchant. C'est vrai. Question qui est devenue rituelle. Est-ce qu'il y aurait besoin d'un Musk ou d'un Milei en Europe, ou bien est-ce que cette question est, selon vous, hors sujet? Non, on a besoin en Europe de réformes. Oui. Mais on n'a pas besoin de réformes à la Milei ou à la Musk ou à la Trump. Qu'on ait besoin de faire évoluer nos administrations, qu'on ait besoin de faire des audits sur le fonctionnement de l'école, de la protection sociale, de tout ça, c'est évident, mais pas à la Musk, pas le. Enfin, je vous dis quand même, je sais pas. Mais la civilisation, le progrès social, c'est aussi la protection des salariés. On peut discuter de USAID, mais de virer de jour au lendemain des milliers de fonctionnaires, c'est de la barbarie. Oui. C'est de la barbarie. Est-ce qu'on a besoin de barbarie? La question que vous posez, Darius, est-ce qu'on a besoin de barbarie en Europe? Non. Est-ce qu'on a besoin d'intelligence? Non. Oui, pardon. On a besoin d'intelligence. On a besoin d'intelligence. On en a trop déjà. On vous a compris. On en a trop. Non, mais on a quand même besoin. On a quand même besoin d'une politique libérale. Parce que je vais vous dire très simplement, quand l'État est en faillite, et là, la France, on a 300 milliards d'euros de dette, je crois que les Français ont commencé à comprendre que c'était quand même un peu un problème. Bon, en Italie, c'est encore pire. Enfin bon, même l'Allemagne est quand même à 70% du PIB. Bon, donc il y a un moment où on devient totalement ridicule par rapport au projet de Draghi. Voilà, que je prends comme boussole, en l'occurrence. C'est un rapport pour l'instant. Oui, mais c'est un rapport qui dessine un projet pour l'Union européenne. Donc c'est aussi un projet. Et donc, ce que Madame von der Leyen vient d'annoncer m'a fait pleurer de rire. Elle a dit, on va mettre 56 millions d'euros sur l'intelligence artificielle, pendant que Trump a dit 500 milliards. Voilà. Donc, si on veut être au niveau de ce que recommande le rapport Draghi, si on veut que l'économie, il faut être un peu marxiste, que l'infrastructure soutienne la superstructure civilisationnelle de l'Union européenne, il faut qu'on investisse. Mais quand on est en faillite, on peut pas investir. C'est les Émirats Arabes Unis qui vont venir investir chez nous, c'est pas nous, c'est pas l'Europe qui investit, voyez, sur les data centers. L'Europe, comme l'Europe l'a fait avec raison après la crise Corona, l'Europe peut investir en mobilisant du capital et même un emprunt européen soutenu par le budget européen. Et c'est ce que propose Draghi. Oui. Dans le rapport Draghi, c'est exactement ce qu'il propose, et cela permettrait, si l'Europe avançait, ça les Allemands étaient contre, les Français étaient plutôt pour, mais ça on comprend pourquoi des uns et des autres, mais si l'Europe ne prend pas conscience, et je reprends ce que vient de dire Luc, que l'avenir, l'intelligence artificielle était l'avenir de notre capacité industrielle et notre capacité intellectuelle, il est évident que reprenant le rapport Draghi, c'est un emprunt commun de 150-200 milliards pour relancer exactement cette
l'intelligence artificielle, la modernisation de notre économie. Voilà ce qu'il faut faire. Et je crois que si nous n'avons pas cette conscience que pour s'opposer à la domination, il faut avoir quelque chose capable de résister. Donc, une industrie, une production, des échanges, de résister au rouleau compresseur américain. Eh bien, pour cela, il n'y a pas de... Même si on veut une économie libérale, il faut investir. Et qui peut investir, mais pas 56 millions, là, Luc a raison, 200 milliards, 300 milliards, voilà. C'est l'Union européenne. Bien sûr. C'est exactement avec les entreprises. Le rapport Draghi. Le Trumpisme va-t-il changer la donne en Europe? Est-ce qu'il y a un courant trumpien qui est en train de naître sur la question du climat? Regardez cette image, on l'a montré tout à l'heure, c'est le numéro 2, c'est son chef de cabinet adjoint Scavino, qui se vante, sur un mode provoquant, de l'abolition des pailles en plastique par Trump. C'est un thème qui est obsessionnel pour Trump depuis des mois, des années, et là il est passé à l'action, il veut bannir les pailles en papier pour revenir à la paille en plastique. Évidemment, en Europe, on est à l'autre bout de ça, c'est-à-dire on considère que la défense pour le climat est vraiment un engagement quasi un cas de conscience. Et là, on a des gens qui en rient et qui en voient tout ça paître. Est-ce que ce mouvement va arriver en Europe ? Non, il y a des, comment dire, il y a des excès d'ailleurs, même Dany, qui est écologiste, est contre le décroissantisme. Il a raison. Il y a un certain nombre d'exemples. Par exemple, quand Jean Covici dit qu'il faut plus soigner les personnes passées 65 ans, je veux dire ça, alors là, pour rendre l'écologie insupportable et immonde et dégueulasse, on peut pas faire mieux. Voilà. Donc ça, voilà, il faut que les écologistes arrêtent de dire des conneries pareilles. D'autant plus que Luc et moi, on a plus de 65 ans. Exactement, j'allais le dire. Voilà. Et qu'en plus, je vais me retrouver en clinique demain, et donc je souhaite qu'on me soigne. Vous ne les faites pas du tout. Voilà, oui, on les fait pas, ni l'un ni l'autre. Voilà. En revanche, là où Trump, pardon de le dire, déconne complètement, c'est que les pailles en plastique, c'est une vraie saloperie. Voilà. La plus grande pollution des mers aujourd'hui, c'est les plastiques qui se dégradent et c'est irrécupérable parce que ça devient des toutes petites molécules, ça tue les tortues, ça voilà. Et donc c'est pas là il se trompe s'il veut avoir une politique anti-écolo intelligente, il peut trouver des secteurs dans lesquels on peut critiquer les décroissants, mais là il passe complètement à côté, il dit une connerie. Voilà. Est-ce que la provocation est en train de changer de camp? Dany Cohn-Bendit, une des photos les plus célèbres de l'histoire, c'est la vôtre quand vous êtes là, vous provoquez le CRS dans une rue de Paris et voilà. L'irrévérence, on l'aura vu celle-là, on l'aura vu. Hein. L'irrévérence, la provocation, vous l'avez incarné à une autre génération. Est-ce que cette fois c'est la droite qui s'en empare quand on voit c'est pas faux. Les gens de Trump qui se moquent, qui disent l'humour est de notre côté, la provoque est de notre côté. C'est pas faux parce que au fond, Musk est aussi fou que les Mao. Je te laisse la parole tout de suite. Il est aussi barjot que les 68 arts, mais aujourd'hui c'est la droite. Ah, tu as mis un petit. Oui, Musk jubile. Il y a chez Musk un air de jubilation côté 68 qui rappelle la jubilation de Cohn-Bendit de l'époque. Y compris dans le délire, oui. 68 arts de droite. Un 68 arts de droite, Dany. Vous avez fini les vieux schnocks, là, les deux vieux schnocks à Paris, vous avez fini. Allez-y, Dany. Votre minute de satisfaction sur 68. On se venge. Ça va bien? Ça y est, vous vous sentez bien maintenant? Très bien. Je ne sais pas si l'humour a changé de camp, parce que l'humour de Trump, c'est quand même très lourd. Et moi, je crois que notre humour n'était pas... Je veux dire... donc, mais laissons de côté. C'est vrai que si on veut avoir de l'imagination en politique, il faut aussi être capable de se remettre en cause. Et ça, Trump n'en est pas capable. Donc pour moi, l'humour intéressant, c'est un humour qui n'est pas simplement contre les autres, mais contre aussi qui me remettent en question moi-même, qui nous remettent en question moi. Là, ça devient drôle parce que ça va de tous les côtés. Et donc, je suis d'accord que je trouve pas la gauche française ou Mélenchon n'est pas pour moi un modèle d'un humour, disons, imaginatif, fascinant. Mais il ne faut pas laisser
à la droite et à Trump et à Musk cet humour glauque, machiste, raciste. Et donc, moi, je suis pour un humour subversif, mais pas glauque et raciste comme Trump ou comme Musk. Mais Danny Cohn-Bendit, vous mettez le doigt là-dessus. Quand on voit Musk et son équipe de jeunes types, ces jeunes hussards complètement sans tabou, sans limite, etc., qui sont des types un peu borderline parfois, mais très intelligents, qui, effectivement, ce côté subversif. Non mais arrêtez, subversif, chauviniste, machiste, raciste. Il faut dire tout ce qu'ils sont, ces jeunes. Pas simplement ils sont subversifs. Oui, mais enfin, dans l'extrême gauche, il y avait toutes les saloperies possibles et imaginables chez les maoïstes. Il n'était pas maoïste, Danny. Mais eux, ils étaient peut-être pas racistes, mais enfin, les mecs qui portaient des lunettes, ils étaient quand même fusillés, traînés sur des tessons de bouteilles jusqu'à ce qu'ils saignent suffisamment pour être crevés pendant la révolution culturelle chinoise. Et on avait quand même, Danny, un tas de copains qui défendaient ça. Donc, eux aussi étaient en un sens racistes. Et j'ai toujours dit, toi pas. Je t'ai toujours rendu justice là-dessus. Toi, tu as jamais été dans ces saloperies-là. Mais quantité de mes amis étaient là-dedans. Et quand ils n'étaient pas maoïstes, ils étaient trotskistes, ce qui n'était pas mieux. Et on en parle aujourd'hui comme d'une coquetterie, presque. Voilà. Alors, ce qui est vrai, et là où Darius a quand même raison, il pose une question qui a raison d'être posée, c'est que la subversion aujourd'hui, le coup de tonnerre dans la salle de concert, c'est la droite et l'extrême droite qui le portent, ce coup de tonnerre. C'est pas la gauche. La gauche, elle est juste emmerdante. Pardon, excuse-moi. Elle est chiante. Voilà. Elle est pas drôle. Oui, non, mais attends. J'ai commencé par dire que l'imagination subversive n'était pas à gauche aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. On est d'accord. Donc, c'est pas la peine de se répéter. Mais je crois que l'alternative, c'est l'imagination glauque, raciste, machiste, etc., n'est pas une alternative pour moi. Non, mais pour moi non plus, évidemment pas. C'est pas ça que je dis. Mais au moins, il bouscule, le Musk, il bouscule. Oui, mais on peut bousculer, oui. L'extrême droite allemande a bousculé aussi. L'extrême droite allemande, quand ils allaient quand il y avait un prof à l'université en Allemagne en 35, quand il avait le droit et qu'il était juif, eh bien, les étudiants allaient à son cours et n'arrêtaient pas de rigoler, de se foutre de sa gueule. Ils étaient disruptifs. Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait derrière cette disruption ? C'était une vision raciste du monde. Donc, oui, mais Danny, il n'y a pas que ça chez Musk. Il y a aussi SpaceX, il y a aussi les réseaux sociaux. Non, mais on parlait de Trump avec sa plus grande là en plastique, en disant c'est moi qui ai la plus grande. Et je suis contre ce plastique, etc. J'en veux des vrais et pas des plastiques. Merci Alain. Voilà, vous avez compris maintenant. Merci Alain et à l'autre. Merci beaucoup. Dans quelques instants, rendez-vous avec Margot Haddad qui reçoit notamment Antoine Armand, l'ancien ministre de l'économie et des finances, mais aussi Gérard Araud. On reparlera sans doute de Trump et de Musk. À tout de suite.